Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu Malik Amir, étudiant en médecine, en plus d'être mathématicien au centre de recherche du CHUM. Avec lui, on a parlé de l'intelligence artificielle appliquée en santé, mais aussi des potentiels métiers du futur. Prêt à découvrir comment l'IA transforme les soins? C'est parti! Salut Malik! Salut Rebecca! Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais commencer par te demander, c'est quoi exactement ton travail ici au CHUM? Alors moi, au CHUM, je suis ce que je qualifie de mathématicien. Mon titre formel, ce serait assistant de recherche. OK. Donc je travaille dans le laboratoire du professeur Alexandre Pratt. Je travaille sous la supervision du docteur Stéphanie Zendi. Et puis ensemble, on étudie la sclérose en plaques. C'est la thématique de recherche du laboratoire. OK. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que les anticorps d'un individu qui sont censés le protéger, pour des raisons qui sont un peu obscures, décident de se retourner contre l'individu lui-même. Donc, on va aller attaquer des petites structures qui sont situées dans le cerveau, des neurones. On va attaquer en particulier la gaine de myéline. Et puis, lorsque cette gaine de myéline-là est endommagée, eh bien, elle empêche la propagation de l'influx nerveux entre différentes zones du cerveau. Okay. Et puis, les dommages que ça cause chez les patients, souvent, ce sont des atteintes mentales, des atteintes physiques, comme l'appréhension des objets, etc. Donc, moi, mon travail en tant que mathématicien, c'est d'utiliser justement les outils des mathématiques pour essayer de comprendre comment cette maladie-là évolue en se basant sur des données cliniques qu'on a enregistrées dans le passé. Donc, c'est un peu essayer de prédire le futur. OK. Donc, tu travailles avec des formules mathématiques? Comment? C'est bien ça. Alors, en particulier, lorsqu'on réunit, par exemple, les données cliniques des patients, on peut les transformer dans un objet qui s'appelle des séries temporelles. C'est quelque chose qui fait partie d'un domaine des mathématiques qu'on appelle l'analyse de Fourier, puis les probabilités. Et puis, à partir de là, je crée des modèles d'apprentissage profond qui prennent ces équations-là, c'est plutôt ces données-là, essaient de construire des fonctions qui, à partir du passé, peuvent essayer d'approximer le futur. Qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à devenir mathématicien? Ouf, bonne question. Peut-être la quête d'un espèce de savoir absolu. J'ai toujours été un enfant qui était très, très curieux. Puis pour moi, les mathématiques, c'était peut-être la plus belle des poésies que j'avais entendues. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit que tout mathématicien a l'âme d'un poète, et moi c'est un peu ce qui s'est passé les premières fois où j'ai vu des formules mathématiques. J'y ai pris goût, mon père est mathématicien, donc il m'a aussi certainement un peu poussé là-dedans, il m'a montré peut-être une facette de la chose qui était différente de ce que je voyais à l'école. À l'école, tout est un peu très méthodique, on n'apprend jamais vraiment le pourquoi du comment. Mais le fait d'avoir un papa qui, par exemple, a étudié ça toute sa vie, ça nous montre tout de suite quelles sont les belles implications puis les belles créations qu'on peut faire avec les mathématiques. Donc depuis genre secondaire 3, dès que j'ai vu les équations linéaires, les premiers types de fonctions qu'on étudie, pour moi, c'était la seule et unique chose que j'avais envie de faire dans ma vie. Ah ouais! Donc Absolument. après ça, mettons, justement, à partir de secondaire 3, ça a été quoi ton parcours pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? Alors, j'ai fait mes maths fortes, donc mes maths SN, en secondaire 4-5, physique-chimie, la totale. Au cégep, je suis entré en sciences de la nature. J'ai fait le profil pur et appliqué, non pas le profil de santé. OK. Ce qui m'a valu d'ailleurs pour médecine plus tard de devoir refaire des cours que j'avais pas fait pendant presque 7-8 ans de ma vie. Donc j'ai fait le profil sciences pures et appliquées. J'avais pris quelques cours supplémentaires de mathématiques, des cours de niveau un peu pré-universitaire, comme algèbre linéaire avancée ou calcul dans l'espace. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat à l'université McGill. Okay. Pourquoi? Simplement parce qu'elle offrait un programme qui s'appelle Honors Pure Mathematics. C'est un peu le programme de mathématiques le plus difficile qui était offert. Et comme moi, c'était la seule chose que je voulais faire. J'étais comme, OK, bon, tant qu'à devenir un matheux, on va faire le programme le plus dur qu'il y a. Là-bas, j'ai eu la chance de travailler avec un très très grand monsieur qui s'appelle le professeur Henri Darmon. C'était un théoricien des nombres. Il m'a donné goût à ce domaine des mathématiques qui a ensuite occupé 6-7 années de mathématiques de haut niveau pour moi. J'ai fait quelques travaux qui m'ont rapporté ensuite quelques petits prix, puis surtout une admission à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. OK, pour ma maîtrise. Félicitations. C'est un programme assez contingenté, je suis en théorie des nombres. On était cette année-là, en fait, j'étais la seule personne à rentrer dans le programme. Puis arrête, oh mon Dieu! Puis une fille qui était avec moi à McGill, justement, la seule à être admise dans le programme de géométrie algébrique. Donc c'était très, très contingenté, mais McGill a su me former convenablement, je dirais. Puis ça, mettons, là, tu sais, justement, pour te rendre là, j'imagine que ça t'a pris des super notes, ça t'a pris plein de choses, mais est-ce que tu as beaucoup étudié, tu dirais, tu sais, pendant ton bac? Il faudrait dire les mathématiques, c'était probablement ce qui occupait ma vie du matin au soir. C'était 18 heures de mathématiques probablement tous les jours pendant 4 années de bac. Le travail le week-end, évidemment, parce qu'il fallait gagner un peu de sous. La maîtrise, je dirais que c'était peut-être un peu plus relax.
parce qu'on a déjà acquis les bases des mathématiques, les bases des cours. On a déjà vu peut-être le plus difficile. Les mathématiques rendues là, c'est comme un langage, comme parler. C'est quelque chose de très courant. Ce qui était peut-être plus difficile pour la maîtrise, c'est la nécessité plutôt de devoir pondre quelque chose de nouveau pour la première fois, pour ma thèse de maîtrise. Donc ça, c'était un nouveau challenge peut-être auquel on n'est jamais vraiment préparé, mais écoute, qui s'est fait très très bien. Mm-hmm. Puis après ta maîtrise, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour la sclérose en plaques, dans le domaine de la santé? Parce que, tu sais, mathématicien, j'aurais jamais pensé qu'il y avait des mathématiciens ici au CHUM. C'est vrai. Étonnamment, j'avais aucune idée que j'allais me retrouver là quand j'ai terminé ma maîtrise. En fait, quand j'ai terminé, j'avais écrit une thèse dans un domaine qui s'appelle la géométrie arithmétique et la théorie des nombres. Okay. Donc c'est un domaine assez obscur des mathématiques dont les applications, autres peut-être en sécurité informatique, n'existent pas. J'ai eu la chance de travailler chez Microsoft, et puis à Microsoft, j'ai touché pas mal de petits projets, puis c'est là-bas où j'ai vraiment découvert l'intelligence artificielle. Ah ouais? Okay. J'ai collaboré sur certains articles, c'était très très plaisant, puis j'ai découvert en fait qu'il y avait des domaines très très concrets qui aidaient les gens auxquels on pouvait apporter, des gens qui ont des problèmes auxquels on peut apporter de vraies solutions, puis qui utilisaient justement des mathématiques que moi j'aimais. Alors j'ai continué un peu à en apprendre par moi-même, l'intelligence artificielle, puis je me suis dit, peut-être que c'est plaisant de faire des mathématiques qui peuvent rendre service à l'humanité. Puis l'intelligence artificielle, c'est un magnifique domaine pour faire ça. La santé, je pense que c'est l'application peut-être première auquel les gens pensent souvent quand ils pensent d'IA. Donc pour le fun, je me suis mis à appliquer en médecine. Et puis je suis rentré donc en septembre 2023 à l'Université de Montréal. Félicitations. Merci beaucoup. Donc j'ai terminé ma pré-med, et puis au moment de commencer la pré-med, ou peut-être une semaine avant, j'avais contacté le professeur Pratt, qui est le directeur du laboratoire dans lequel je travaille sur la sclérose en plaques. Ouais. Et moi, pourquoi cette maladie-là m'intéressait un peu plus que les autres? Je dirais la neuro, de base, c'est quelque chose qui me passionnait. Mais aussi parce que, en tant que mathématicien, on adore les problèmes qui sont difficiles, mais c'est encore mieux quand les problèmes ils sont importants. La sclérose en plaques, c'est un beau problème, beau, avec beaucoup de guillemets parce que c'est une maladie terrible, mais d'un point de vue mathématique, c'est un très très beau problème. C'est un problème qui est compliqué. Pourquoi? Parce que il y a une très très grande variabilité dans la manière dont la maladie touche les individus. Deux personnes qui en apparence ont l'air semblables peuvent être touchées à la fois de manière catastrophique ou pourraient vivre avec la maladie toute leur vie. Et souvent, la sclérose en plaques, c'est une maladie qu'on diagnostique à des gens dans la fin vingtaine, début trentaine. C'est un âge où les gens, par exemple, ils ont envie peut-être de fonder une famille ou bien de faire un revirement professionnel complet ou peut-être juste de commencer à profiter de la vie parce qu'ils ont un emploi maintenant. Puis, c'est un peu inacceptable aujourd'hui de dire qu'on est incapable de donner une espèce de certitude à ces gens-là par rapport à comment va se dérouler votre vie dans 5 ans. Est-ce que vous allez être en marchette, alité? Est-ce que vous allez pouvoir encore avoir l'appréhension d'objets par les mains, etc. Donc ça fait en sorte que pour moi, c'était à la fois un problème compliqué, mais aussi un problème qui était important sur lequel travailler. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, parce que tu reviens souvent sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que ton travail, justement, est de travailler avec l'intelligence artificielle pour prévoir ça, ou tu fais des calculs à la main pour essayer de... C'est un peu des deux. Alors, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones profonds, donc le deep learning, c'est le mot fancy, donc les objets que j'utilise aujourd'hui, il faut vraiment les voir comme des objets qui sont capables de lier des données à des sorties, des choses qui nous intéressent. Par exemple, dans le cas de la sclérose en plaques, ce serait de lier, par exemple, les données cliniques enregistrées de certains patients dans le passé, et puis d'être capable de prédire un score de dégénérescence dans le futur. Mais cette fonction-là, en soi, il faut savoir la designer, je pourrais dire. Et pour le faire, il faut le faire sur papier. C'est ça. Donc l'IA prend naissance sur papier, les algorithmes qu'on va utiliser, les différentes architectures peut-être qu'on peut pondre. Puis une fois qu'on a fait ça sur papier, on implémente, on fait des tests. Et puis sans cesse, c'est un cycle entre le papier, changer peut-être les algorithmes d'optimisation, ça s'appelle ceux qui font fonctionner nos modèles, revenir à les coder, revenir sur le papier. Et puis c'est à peu près ça depuis 9 mois, 1 an maintenant. Fait, est-ce que tu dirais qu'il faut être mathématicien pour développer une intelligence artificielle? Est-ce que c'est beaucoup des maths? Alors, je dirais pour utiliser de l'IA, on n'a pas besoin d'être mathématicien dans le sens où on n'a pas besoin de comprendre tous les fondements mathématiques. Mais pour créer? Pour en créer une,
il faut certainement s'adonner aux mathématiques. Ah ouais. Les gens, la plupart du temps, qui développent comme par exemple le réseau de neurones, ça date pas d'hier. Ouais. C'est aussi vieux que 1956. Là, le terme à l'époque, c'était le perceptron multicouche. La raison principale pour laquelle les gens ont design cet algorithme-là, c'est parce qu'ils s'intéressaient à un problème qui s'appelle le problème d'approximation universelle de fonctions. Mais encore une fois, ce sont des mathématiciens ou des informathématiciens, du moins des gens qui connaissaient les mathématiques, qui ont pu pondre ce genre d'algorithme. Donc, pour créer de l'IA nouvelle, ou peut-être des nouveaux paradigmes de réflexion, alors oui, il faut des mathématiques. OK. Mais pour l'utiliser, non. OK. OK, intéressant. Puis là, tu nous parles un peu de comment l'utiliser, mais en vrai, on n'a pas encore discuté. J'aimerais que tu nous dises, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ah, alors peut-être la définition qui est le plus aimée des gens, ou la plus acceptée, ce serait de dire que l'intelligence artificielle, c'est une collection de théories et de méthodes qui visent à produire des machines qui sont capables de cognition humaine. Mm-hmm. Par exemple, l'apprentissage, un peu comme nous les humains on le fait à l'école. Voilà une formule, mais les chiffres à l'intérieur produisent le résultat escompté. Ma définition peut-être plus personnelle de l'IA, ce serait de dire que c'est un peu une espèce d'alchimie de mathématiciens où on construit des objets qui sont excessivement performants, mais dont on ne comprend pas vraiment le pourquoi du comment ils fonctionnent. Mm-hmm. Donc c'est un peu mitigé entre ces deux définitions-là. Puis l'intelligence artificielle, ça peut être vu comment? Parce que, tu sais, personnellement, bon, un des intelligences artificielles, je pense, les plus connues, populaires, si je peux dire ça comme ça, c'est ChatGPT. Je pense que tout le monde connaît ça, tu sais, ou presque. Puis, mais est-ce que c'est juste sous forme, justement, de questions-réponses ou, tu sais, comment est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce qu'un robot peut être une intelligence artificielle? Sous quel format une intelligence artificielle existe? Ça dépend. L'intelligence artificielle, c'est un mot très très vaste. Parce que quand on dit, par exemple, des machines qui visent à copier, par exemple, la cognition humaine, alors on peut penser à la cognition humaine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très très large. La cognition humaine, par exemple, ça ne se résume pas qu'à apprendre, par exemple, à utiliser une formule de mathématiques au secondaire. C'est aussi savoir jouer aux échecs. Ouais. C'est aussi, par exemple, être capable d'accomplir une tâche que l'on n'a jamais fait. Ou d'être capable, par exemple, lorsqu'on voit une girafe pour la première fois, de s'en souvenir et de ne pas avoir besoin de revoir une girafe 1 million de fois pour s'en rappeler. Ouais. Alors, il y a différentes facettes à l'intelligence artificielle, différentes manières dont elle se présente. ChatGPT, c'en est un, c'est ce qu'on appelle un modèle conversationnel. Ici, l'idée, c'est de copier la manière dont les êtres humains, peut-être, interagissent les uns avec les autres. D'autres facettes de l'intelligence artificielle, ce serait par exemple les modèles que moi j'utilise, qui, eux, sont des modèles qu'on appelle de prédiction. Donc, on cherche à lier des observations, plutôt on cherche à lier des datas avec des observations qu'on a faites. On ne connaît pas la relation entre ces entrées et ces sorties-là. L'IA, elle-même, va aller construire une fonction qui est capable de donner cette relation-là. Parfois, c'est mystérieux. C'est ça, est-ce que c'est un logiciel? Pardon? Est-ce que ça serait comme un logiciel, si on peut dire? Un logiciel, très souvent, ça prend... C'est plus général que simplement l'algorithme qu'il contient, que ça a une certaine interface graphique, etc. Je dirais en soi, l'IA, ça reste l'algorithme que les gens ont pondu pour répondre à la tâche en question, puis quelques petits artefacts, des décorations autour, un peu plus techniques. Puis l'intelligence artificielle en santé, est-ce que tu aurais des exemples d'intelligence? Oui, alors, tu sais, comment la définir? On pourrait dire, par exemple, l'intelligence artificielle en santé, c'est l'utilisation justement de ces machines-là pour essayer de faire avancer, par exemple, les soins de santé, de les améliorer. Moi, une des applications que je trouve particulièrement phénoménale, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Les interfaces cerveau-machine, l'idée, c'est de donner au cerveau une espèce d'intermédiaire qui va être sous le contrôle de l'individu. C'est un peu vague, mais on va prendre un exemple. Alors, on prend quelqu'un qui est paraplégique des jambes. Pourquoi? Parce que, supposons qu'il a eu une lésion au niveau de la moelle épinière, au niveau de la colonne vertébrale. Alors, en soi, le cerveau, il n'a pas oublié comment faire bouger les jambes. Donc, lorsque la personne pense à bouger le pied droit, par exemple, il y a un influx nerveux qui part du cortex moteur, descend au niveau de la moelle épinière, et puis après, devrait aller chercher des nerfs moteurs qui, eux, vont aller activer les muscles des jambes pour les faire bouger. Le problème, c'est que dans cette moelle épinière, il y a une section, donc l'influx nerveux ne passe pas. Alors, depuis à peu près 20-25 ans, peut-être même avant ça encore, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être à la place inventer une espèce de petit pont digital pour aller bypasser cette fracture? Imaginez qu'un pont tombe, on pourrait juste simplement construire une extension qui passe par-dessus le trou et puis
les véhicules pourraient continuer de passer. Ici, l'idée, c'est la même. Alors, pendant plusieurs années, on a eu des résultats qui étaient à la fois surprenants, mais pas encore très, très efficaces. Puis en 2023, quelque chose de vraiment cool est arrivé. Ah ouais? Ouais. Alors, il y a une équipe de l'EPFL, d'ailleurs, l'école où j'ai fait ma maîtrise, j'étais très content de savoir que ça venait de là. Il y a une équipe de l'EPFL en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire du Vaud. Donc, c'est dans la région du Vaud, dans la ville de Lausanne, en Suisse, qui ont développé justement de petites électrodes qu'on implante à la fois au niveau du cerveau pour capter l'influx électrique, mais aussi qu'on implante au niveau de la moelle épinière. Et puis ces petites électrodes-là, avec un algorithme d'apprentissage, apprennent à décoder l'information de bouger le pied droit, bouger le pied gauche. Okay. Et puis cette petite électrode-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit donc l'information décodée par l'IA, et puis transmet ensuite la juste quantité d'influx électrique qu'il faut au nerf moteur pour essayer de redonner une capacité de marche à un individu. Et cette opération-là, parce qu'en soi c'est une opération à crâne ouvert, il faut aller implanter des électrodes directement au niveau du cerveau, puis sur la moelle épinière, et bien ce que ça a fait, c'est que ça a permis à un individu d'être capable de marcher avec une marchette, mais d'être capable de retrouver la capacité de mettre un pied droit, puis un pied gauche, chacun l'un en avant de l'autre, et puis même de monter les escaliers. Donc ça c'est une magnifique application, je trouve, qui nous vient de l'étranger certes, mais... Puis, tu sais, parce que là, mettons, tu dis ça a été développé, mais on s'entend, tu sais, demain matin, tu sais, c'est pas disponible à tous, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Puis ça va pas être tout le monde qui est paraplégique demain matin, j'imagine qu'il va être capable de se lever. Puis, certainement pas. Donc, comment ça fonctionne, tu sais, une fois que, par exemple, on a fait des expériences, si je peux dire ça comme ça, on arrive à quelque chose qui fonctionne, c'est quoi les étapes après, si tu le sais? Je le sais pas particulièrement, mais tu sais, de tête vide, comment j'y penserais, ce serait peut-être de... J'ai pas envie de dire de convaincre la communauté scientifique ou nos pairs, parce que, je veux dire, un résultat comme quelqu'un qui ne marche plus, qui marche, c'est surprenant. Par contre, ce en quoi les gens peuvent être réticents, c'est peut-être les conséquences à long terme d'avoir ce genre d'électrode implanté au niveau du cerveau. Ouais. On peut aussi avoir, par exemple, question piratage informatique, quelque chose de tout bête, mais imaginez quelqu'un qui a réussi à prendre possession de cette petite device, ou plutôt appareil électronique, qui s'occupe de transmettre les informations. Alors, il y a des attaques informatiques qu'on appelle des side channel attacks, qui, par exemple, pourraient simplement perturber les entrées que le modèle lui percevrait comme des influx électriques et qu'il devrait traduire, par exemple, en un mouvement des jambes pour contrôler là où un individu devrait aller. Ouais. Rendu là, on serait quasiment en mode robot, comment qu'on appelle? Ouais, téléguidé, genre quelqu'un, genre par rapport dans un autre pays qui dit genre, OK, lève-toi. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça serait fou, pareil. Mais tu sais, justement, tu sais, c'est quoi... Tu sais, c'est quoi présentement les défis? Justement, je pense que là, tu as un bon exemple de que l'intelligence artificielle a un côté positif parce qu'il permet à cette personne-là de marcher. Mais il faut pas oublier que le piratage est comme possible. Tu sais, on est où par rapport à tout ça? Alors, tous les jours, il y a des gens qui travaillent à sécuriser justement les modèles d'apprentissage. Mais encore une fois, règle générale de la cryptographie, la cryptographie étant la science des messages secrets, de la sécurité informatique, c'est de dire, c'est pas parce qu'un protocole, par exemple, n'a pas été brisé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire n'a pas été piraté, que demain il ne le sera jamais. Donc même si aujourd'hui on a des protocoles qui sont sûrs, par exemple AES ou d'autres protocoles qui existent, ça veut pas dire que, comme on a dit, demain ils seront pas piratés, mais aussi ça veut pas dire qu'il faut cesser la création de nouveaux protocoles, peut-être plus sécuritaires à chaque fois que les précédents. Sinon, tu sais, il y a aussi de mauvaises applications de l'IA. Par exemple, ce petit device qui permet de recouvrir la marche des individus, tu sais, on peut aussi l'implanter chez des gens qui ne veulent pas nécessairement être sous le contrôle, qui ne seront pas nécessairement sous leur propre contrôle, mais le contrôle de quelqu'un d'autre. On a aussi des mauvaises applications de l'IA de la part de mauvaises personnes, mais de la part de certains gouvernements aussi qui existent dans le monde. Ah, c'est sûr. Donc, il faut toujours un peu penser à ce qu'on développe a des conséquences, des fois éthiques, qui sont négatives ou pas. Il ne faut pas être naïf face à ça. Non? On en est où, toi? Est-ce que tu sais un peu, tu sais, justement, l'éthique dans tout ça? Tu sais, il y a des débats éthiques, là. Ah, assurément. Un des principaux problèmes, d'ailleurs, qu'on a en intelligence artificielle, c'est un problème qui s'appelle l'explicabilité. Donc, exemple, on a beau avoir construit des modèles qui sont excessivement performants, très souvent, on ne comprend pas trop la logique avec laquelle notre modèle a pris une décision. Donc, des fois, ça peut être sans conséquence.
Mais supposons que je développe un modèle de prédiction qui cherche à classifier si, sur une imagerie médicale par exemple, une tumeur est maligne ou bénigne. Et bien là, des cas de faux positifs ou de faux négatifs peuvent avoir de graves conséquences chez la personne. C'est sûr. Un faux négatif, ça veut dire qu'on retarderait par exemple le traitement de chimiothérapie de quelqu'un, ça pourrait lui coûter la vie. Ouais. Mais à la fois, un faux positif, ce serait de faire passer à quelqu'un une chimiothérapie qui va détruire son système immunitaire, bref, qui va l'épuiser pendant des mois et des mois pour rien. Donc, en ce sens, il y a de gros débats éthiques parce que l'IA est quand même, dans beaucoup de domaines, meilleure que nous à prendre certaines décisions, prendre certains diagnostics, mais où se situe l'espèce de ligne à ne pas franchir ou à franchir dans certains cas pour dire je vais faire confiance à la machine quitte à ne pas comprendre pourquoi. Par rapport à ça, j'ai une question. Tu sais, dans quel scénario est-ce que toi, tu préférerais être traité par un vrai humain ou par une intelligence artificielle? Ouf. On dirait que parce que je comprends un peu le fonctionnement de ces machines-là, je ne suis pas pris dans l'espèce de hype de la magie ou de la sorcellerie de l'IA. Je préférais toujours devoir me baser sur une vraie personne qui pourra m'expliquer son raisonnement. Pour la simple et bonne raison que je me dis, on dirait que je serais moins rancunier que cette personne-là fasse une erreur. Basée sur un protocole qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années, par exemple, versus de moi prendre une loc avec une machine et de me dire, tu sais quoi, j'aurais dû avoir un peu moins confiance à la technologie que j'étudie. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'allais être genre un cas d'exception et ça se retourne contre moi. Je préfère me baquer un peu plus du côté, genre, ça a comme plus toujours marché, donc allons du côté humain. Et est-ce que tu penses que t'es la seule personne à avoir une réticence comme ça? Non, pas du tout. J'ai envie de dire, très souvent, les gens pensent par exemple que l'intelligence artificielle, ça va venir changer complètement la manière dont on fait les soins de santé et puis remplacer les soignants. Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que, oui, l'IA, c'est un bel outil. Ça peut nous servir à automatiser plusieurs tâches, des fois des tâches un peu chiantes, comme traiter des dossiers ou faire de l'analyse d'imagerie, du diagnostic. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le soin en soi, c'est toujours plus complexe que simplement l'acte médical. Le soin, c'est une composante qui est émotionnelle, c'est une composante qui est souvent spirituelle, puis j'ai envie de dire, nous, dans la société dans laquelle on vit, c'est de dire que souvent on voit la médecine un peu trop sous une espèce de lentille occidentale, puis on croit que c'est la seule et unique bonne médecine qui existe. Mais il y a des gens pour qui la maladie, par exemple, c'est un symptôme qui va toucher un déséquilibre entre, par exemple, la psyché ou le monde de la spiritualité, mais aussi le côté physique et mental. Et pour ces gens-là, comme beaucoup d'autres, et là je vais caricaturer un petit peu, mais ce serait comme de dire qu'on va aller remplacer le guérisseur du village en qui tous nos ancêtres et notre peuple ont eu confiance, pour le remplacer par une machine qui ne peut pas converser avec nous. Alors je dirais qu'en ce sens-là, on remplacera jamais les soignants. On a tous ce côté-là un peu guérisseur du village ou médecin de la clinique, là, c'est un peu aussi ce qui nous unit en tant qu'être humain, parce qu'on est des créatures sociales. On a besoin d'être accompagné, de savoir que quelqu'un ressent notre peine un petit peu, et ça tout au long de notre soin. Donc, selon toi, c'est quoi les opportunités d'emploi dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors, de ce que je connais du moins, par exemple ici au CRCHUM, on a beaucoup de gens qui travaillent en biostatistique. Des mathématiciens qui ont choisi le domaine des probabilités, des statistiques, et puis en particulier qui travaillent avec des groupes de recherche, recueillent les données expérimentales, développent des modèles d'apprentissage pour répondre à X ou Y questions qui leur sont données. Il y a aussi des gens qui sont simplement scientifiques des données, donc à l'hôpital, un peu comme moi, ils travaillent sur certains problèmes, puis essaient de développer des algorithmes ou des méthodes pour répondre à des questions. Encore une fois, peu importe la question qui leur sont posées, mais vraiment basée sur une question médicale en soi. Peut-être des métiers un peu plus méconnus, mais qui pourraient aussi peut-être arriver avec le temps. Je pense à l'équipe du docteur Elie Boassi, ici au CRCHUM, qui travaille sur l'épilepsie. Récemment, ils ont développé un petit widget, un appareil vraiment cool, c'est un bracelet, si je me rappelle bien, qui détecte lorsqu'une crise d'épilepsie est sur le point de survenir. Donc ça émet des petits signaux pour faire genre attention, crise d'épilepsie possible dans les comme 5 prochaines minutes. Et là, tu peux t'asseoir ou bien appeler les secours, peu importe c'est quoi, puis voir si la crise passe. Alors,
de plus en plus, ce genre d'appareil portatif-là, d'appareil intelligent, va être mis sur le marché. Puis ce qui est intéressant, ce serait de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des versions peut-être portables, des informations recueillies par ces widgets-là, directement peut-être sur nos téléphones. Donc on a besoin, encore une fois, de développeurs web pour faire ce genre de choses, ou simplement de développeurs d'applications mobiles. Ouais. Puis j'imagine aussi, tu sais, créer, par exemple, le widget, c'est qui fait ça? Bien sûr, alors c'est certainement pas un mathématicien, parce que nous, on est vraiment nuls avec nos mains. Du moins, je parle pour ma part. On est très très bon dans le monde des idées, mais c'est tout. Alors, il faut certainement pas négliger le magnifique travail que les ingénieurs font. OK, ça, c'est des ingénieurs qui construisent la machine. Oui, des ingénieurs ou des techniciens. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en collaboration avec des informaticiens, par exemple, ou bien des physiciens ou des mathématiciens, on va concevoir une idée. Un bel exemple que je pourrais vous donner, Élie Boissy ou bien un autre dont je peux parler après, c'est de dire, OK, ce widget-là, on aimerait que, par exemple, il capte l'influx nerveux, puis qu'il détecte des petits dérèglements, puis, OK, il nous alerte. Bon, on l'a établi sur papier, mais concrètement, comment on le construit? Il faut des ingénieurs informatiques, il faut des ingénieurs mécaniques ou en électronique qui vont venir créer ces petits microprocesseurs-là, parce qu'il faut le dire, c'est quand même difficile de créer tout ça et un modèle d'apprentissage inclus dans une toute petite chip qui tient dans un bracelet. Il y a aussi des gens qui travaillent par exemple pour des compagnies pharmaceutiques. On a des pharmaciens ou des biochimistes, des gens qui ont fait de la chimie moléculaire, qui ont aussi fait un peu d'intelligence artificielle, puis qui par exemple s'amusent à développer de nouvelles molécules, ou du moins essayer de développer avec de l'IA des molécules qui auraient des propriétés thérapeutiques cibles pour la maladie ou le médicament qu'ils essayent de produire. OK. Puis, est-ce que, là, c'est des métiers un peu plus actuels là, que tu viens de nous parler. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers du futur, comme on pourrait les appeler, des métiers qui n'existent pas encore, qui pourraient être créés à cause de l'intelligence artificielle? Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont peut-être voir leur champ d'expertise s'ouvrir. On peut commencer avec ça. On parlait sécurité informatique tout à l'heure. Tu sais, dans le genre de petits appareils comme celui conçu par le docteur Élie Boissy, je veux dire, le jour où ce genre d'appareil-là existe, mais non pas que pour l'épilepsie, mais peut-être d'autres maladies, et puis que ces objets-là doivent communiquer avec nos téléphones cellulaires, puis peut-être être centralisés au travers de l'hôpital pour un recueil de données en temps réel, eh bien, il y aura un énorme problème de sécurité informatique auquel il va falloir faire face. Donc, on a besoin, dans le futur, de bons cryptologues, on a besoin de bons ingénieurs informatiques pour repenser peut-être, les protocoles, mais aussi toutes les architectures de réseau. D'autres métiers qui peuvent arriver. Je pense que, encore une fois, extension d'un champ d'expertise, peut-être qu'à l'hôpital, autre que l'usuel, on a envie de penser, infirmières, médecins, préposés aux bénéficiaires, etc. de l'hôpital, peut-être qu'on va avoir aussi des mathématiciens se promener dans les couloirs, qu'on va avoir des binômes, peut-être mathématiciens-médecins, des gens qui vont être capables, chacun de leur côté, comprendre leurs facettes, peut-être plutôt techniques ou pathophysiologiques, puis ensemble de discuter, puis de comprendre qu'est-ce que l'IA vraiment veut dire quand on veut donner un diagnostic à un patient. À quoi d'autre je pourrais penser, mon Dieu? On peut parler d'éthiciens de la santé. C'est quelque chose qu'on retrouve tellement important, mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà à l'hôpital pour s'assurer que les traitements qu'on offre répondent aux normes, on va dire, morales, sociétales, mais aussi respectent les droits de la personne. Le jour où l'IA embarque, puis qu'on a envie de prendre des décisions médicales là-dessus... Où se situe, encore une fois, l'espèce de ligne qui est à franchir ou pas, puis quand est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'un diagnostic sans compréhension. Puis après, c'est sûr, si par exemple, il y a un mauvais diagnostic qui a été fait par l'intelligence artificielle, c'est de la faute de qui, là? Il y a toutes ces questions-là. C'est de l'éthique, ça. Absolument. Pour continuer... je pense que ça nous donne... C'est quand même beaucoup de métiers que tu nous parles là, qui n'existent pas nécessairement encore, ou qui existent un peu, mais qui vont être de plus en plus d'actualité dans un futur quand même assez rapproché, j'ai l'impression. Oui, mais dans tous les cas, avec les changements technologiques qui sont à venir, puis les demandes sociétales, là, c'est probablement ce qui risque le plus d'arriver, c'est une création de métiers qui va se situer autour de l'interaction humain-machine, quelle que soit cette chose-là. Ça, c'est sûr. Un jour, supposons qu'on implante un ChatGPT dans un robot capable de servir, par exemple, quelqu'un de paraplégique chez lui, lui apporter un verre d'eau, etc. Comment est-ce qu'on va être capable de former cette machine pour pas qu'elle effraie l'humain avec qui elle converse? Ça, c'est sûr. Il y a tout un rapport peut-être psychologique même à la chose qu'il va falloir construire dans la manière dont le robot répond. Ça, c'est sûr. C'est le monde de demain. C'est super intéressant. Puis là, pour enchaîner avec le monde de demain... Présentement, là, parce que tu es mathématicien, mais tu es aussi étudiant en médecine. Donc, le futur pour toi, c'est quoi tes objectifs?
d'abord d'être entré en médecine, c'est comme un petit signe qu'il faut que je fasse encore plus de mathématiques, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, elles auront un rôle déterminant à jouer dans les années à venir. OK. D'abord, parce qu'il va falloir un jour qu'on puisse répondre à ce problème de l'explicabilité-là. Il faut des gens qui y travaillent, même si ça prend 10 ans, 20 ans, 50 ans, il faut le briser, ce problème-là. Mais aussi du côté... peut-être de la complexité scientifique vers laquelle on s'en va. Je veux dire, aujourd'hui, c'est tellement difficile d'être une seule chose. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire de la médecine, parce que l'IA en santé, c'est bien beau, comprendre les mathématiques, etc., mais sans comprendre la pathophysiologie d'une maladie, comment est-ce qu'on fait pour développer des algorithmes, par exemple, qui sont vraiment utiles en clinique? C'est pour ça qu'on a besoin peut-être de cette espèce de conversation entre les gens de différents milieux. Puis pour établir cette conversation-là, peut-être des gens qui sont un peu plus polymathes, on va dire, des gens qui s'y connaissent bien, à la fois au niveau santé, au niveau technique, pour essayer de créer un espèce de langage commun, un langage simple, intelligible, qui va pouvoir rallier un peu les foules entre eux. Je pense pas, par exemple, qu'à l'hôpital, c'est nécessaire que les infirmiers, les infirmières, les médecins, peu importe, comprennent les mathématiques de l'IA pour devoir utiliser les objets. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement illusoire. Et inversement, on ne peut pas forcer des gens plus techniques, comme des ingénieurs ou des informaticiens, à comprendre toute la pathophysiologie du corps. Ça, c'est sûr. Mais il faut que les gens travaillent quand même à essayer d'instaurer cette espèce de langage commun de compréhension, parce que il va falloir qu'on avance si on veut que nos technologies soient efficaces, puis aussi être à jour sur ce dont les patients, du moins pour l'IA en santé, ont réellement besoin, eux. Moi, personnellement, mes objectifs après, plus j'y pense, je me dis, la carrière de clinicien-chercheur, ça pourrait être le meilleur chemin, la meilleure décision pour moi. C'est quoi être clinicien-chercheur? Alors, être clinicien-chercheur, c'est alterner, dépendamment du contrat qu'on a avec l'hôpital, mais alterner une portion de son travail entre la clinique, c'est-à-dire soigner des gens, et puis une autre partie, on est en laboratoire et puis on fait de la recherche, très souvent sur la maladie qu'on traite. Donc par exemple, Alexandre Pratt, pour qui je travaille au laboratoire, lui c'est un clinicien-chercheur, il a la clinique de sclérose en plaques au CHUM. Et puis il partage son temps donc, entre la clinique, voir ses patients, mais aussi faire de la recherche avec son groupe et son laboratoire. Lui c'est un médecin? C'est un médecin, il est neurologue. OK. Ah, wow, OK. Puis toi, est-ce que tu as justement choisi ta spécialité? Lui, il est neurologue. Parce que quand tu étudies en médecine, je pense qu'il faut que tu choisisses une spécialité. Voilà. Alors, si on exclut la pré-med et puis qu'on regarde le programme de médecine en soi, c'est 4 années. Puis à la fin de ces 4 années-là, il va falloir faire un choix pour une spécialité. Donc, médecine familiale est une spécialité de 3 ans, par exemple. Neurologie, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans. Neurochirurgie, ça serait 6. Ophtalmologie, donc la chirurgie des yeux et pathologie des yeux, 5 ans. Et puis, c'est simplement à la fin de cette résidence-là que là, on a un titre de spécialiste qui va avec, mais à la complétion des 4 années, puis les examens du collège, tu es quand même médecin. Ouais, mais toi, ta spécialité, c'est quoi que tu aimerais faire? Parce que là, je pense que ça n'existe pas encore, justement, la spécialité mathématicien dans le cadre d'études. Non. Ça aurait été bien, je pense que tu aurais aimé ça. Oui, mais je pense pas qu'en soi, on ait besoin d'avoir le titre. Non, c'est sûr, mais... Moi, ce qui me tenterait vraiment, ce serait la neurologie, la neurochirurgie, l'ophtalmologie. Cool. Pourquoi? Parce que, au même titre que les interfaces cerveau-machine dont je te parlais tout à l'heure, moi, je trouve que c'est un monde qui est infiniment passionnant, puis un monde dans lequel les aptitudes d'un mathématicien ou de quelqu'un de plutôt technique peuvent vraiment servir. Donc, moi, c'est des spécialités que je vise. OK. Mais encore là, peut-être que dans les années à venir, avec les stages, je vais découvrir des spécialités qui me tentent 1000 fois plus. Ben oui. Puis ce qui est beau, justement, c'est que tu as quand même quelques années encore pour y réfléchir, si je comprends bien. J'ai encore 4 années presque. Bon. Ben, je te souhaite bonne chance dans ces années-là. Merci, Rebecca. Mais en fait, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui seraient intéressés à travailler en santé? En fait, santé ou peut-être toute autre chose, je pense que le plus important, c'est Albert Einstein d'ailleurs qui disait ça, il disait le plus important, c'est de ne jamais arrêter de se poser des questions. Okay. Puis je pense que moi, ça a été mon motto pour toute ma vie, pour toutes mes études. Et pourquoi c'est important, je pense, parce que à partir du moment où on a une espèce de curiosité qui est insatiable, on est capable un peu d'accomplir tout ce qu'on veut, de devenir un peu tout ce qu'on veut. On ne deviendra certainement pas Albert Einstein, même si on le veut, il y a quand même un peu de talent là-dedans. Mais pour quelqu'un qui veut travailler en santé, par exemple, qui a envie de devenir médecin, puis c'est un domaine qui est très compétitif, on va dire contingenté, on n'a pas le choix de travailler très fort, puis de vouloir trouver de l'intérêt, des fois dans des matières qui peut-être ne nous intéressent pas.
Puis ces matières-là qui des fois ne nous intéressent pas. Par exemple, moi je me rappelle au cégep, je m'en foutais de la philo, de la psycho, du français. Ça ne m'intéressait pas. Moi j'aimais la physique et les maths, c'est tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois cette espèce de singularité-là qui existe dans différentes branches de la science. Par exemple, c'est impensable de pouvoir développer un GPT à la version de Jarvis, par exemple, dans Iron Man. Je ne sais pas si tu connais ce petit robot-là. Non. C'est un robot de maison avec lequel Tony Stark, Iron Man, converse. Puis, Jarvis, il est capable de faire des blagues. Il est capable de comprendre un peu les émotions de son créateur. Puis, pour le monde de demain, c'est impensable de faire des IA sans toucher le côté psychologique de la chose, sans toucher le côté linguistique. Donc, il faut rester ouvert à un peu tout. Se motiver peut-être à aimer un peu tout. Puis encore une fois, tout ça pour dire que dans 10 ans, on n'en a aucune idée, nous, de quels vont être les différents métiers en santé, en IA, mais aussi, ça va être quoi les nouveaux programmes d'études qui vont s'ouvrir. Ah oui, ça c'est sûr. T'sais, malheureusement, aujourd'hui, peut-être dans certains pays ou certaines maîtrises, c'est très difficile de faire dès le départ un bac qui est bidisciplinaire. Personne ne pourra penser... à part peut-être le bac de mathématiques et biologie que je connais à McGill, mais encore là, c'est très dur d'avoir ce genre de bac, mais d'être aussi profondément entraîné à la fois en biologie qu'en mathématiques, puis ensuite essayer d'aspirer à, par exemple, une maîtrise dans un domaine. Donc, restez à jour, restez curieux, se forcer peut-être à aimer un peu les maths, parce que pour vrai, ça aide beaucoup. Ouais, c'est sûr, hein, pour n'importe quoi, je pensais, on s'en rend compte. La technique, malheureusement, c'est... malheureusement, heureusement, mais c'est quelque chose vers lequel le monde se dirige. Ça peut être très éthique ou pas, il y a beaucoup de gens qui sont pour ou contre, mais on peut pas faire fi de ça pour le moment, je pense pas. OK. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Puis bonne chance pour la suite, puis au plaisir de retravailler ensemble. 100%. Merci. À bientôt. Est-ce que tu savais que l'Académie de la relève en santé, c'était pas juste des balados? Notre programmation virtuelle comprend aussi des ateliers sur des sujets d'avenir tels que la transformation numérique et l'intelligence artificielle. En plus de ça, tu peux participer à des rencontres avec des professionnels pour leur poser tes questions. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur notre site web.